Bon, très succinctement sur la partie actualité, bah, on va commencer avec la Banque centrale européenne qui appellerait à interdire le Bitcoin, dans un gros rapport que je n'ai pas lu. Je tiens à être, transparent avec vous, j'ai pas lu tout le rapport de la BCE, mais on va faire un long story short. C'est le blabla habituel pour nous dire, «Ouais, faites attention et Ça peut cetera, c'est monter, ça peut chaud». descendre, et si ça monte, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des Ouais. autres. Oh, truc de fou. Donc là, c'est un biais qui est assez intéressant. Je vais pas vous faire un cours de politique parce que voilà, mais je pensais pas que c'était possible de sortir une ânerie pareille, en fait. Je suis assez choqué. Juste pour ajouter plus de contexte ou plus d'informations pour ceux qui veulent creuser encore plus, en plus de ton avis là, il y a comment il s'appelle? Il y a Alexandre Stachenko qui Ouais, a fait une vidéo sur Grand Angle, où justement il décortique en fait ce papier-là et il en parle, d'accord. etc. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est sur YouTube, sur la chaîne de Grand Angle, et c'est dispo. Enfin, je l'ai vu passer, donc quand il y a des contenus de qualité sur des sujets qu'on traite, avec Donc plaisir. on va essayer de trouver Là, t'es sur ça. le mauvais Grand Angle, je pense. C'est C'est Grand Angle Grand Angle Crypto. Crypto, pardon. Voilà, ouais, c'est ça. Grand Angle Crypto, pardon. Grand Angle Voilà, c'est la Crypto, voilà, dernière. l'Europe capitule face à Bitcoin. OK, C'est ça. très intéressant. Je me permettrai de le mettre dans la description YouTube pour ceux qui écouteront la rediff. Je pense que ça peut effectivement vous intéresser. C'est chaud, mais en fait, c'est cool ce qui se passe. Alors, je sais pas si toutes les personnes ici sont des habitués de l'émission Masterclass ou des habitués de crypto, donc on va juste résumer un petit peu. Bitcoin, c'est un peu le glitch de l'économie. C'est-à-dire que Bitcoin, j'aime bien l'appeler le miroir de l'économie malade. C'est-à-dire qu'avec de la monnaie qui se dévalue, que ce soit le dollar ou l'euro, bah, on a un Bitcoin qui prend de la valeur. C'est tout ce qu'il y a à comprendre avec Bitcoin. De par son côté rare et le fait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, il prend de la valeur face à l'euro et face au dollar. Et ça que je veux bien que vous le compreniez tous. Donc en fait, ce rapport, pour moi, je sais même pas pourquoi il existe et à quoi il va servir. Parce qu'en gros, il nous dit, voilà, bah ça va monter potentiellement. Et puis attention, c'est volatile. Ils ont même lâché un banger. Hein. Ils nous ont dit, là, on est entre 50 000 et 60 000. Bon, le rapport date peut-être un peu parce qu'on est peut-être plus entre 60 000 et 70 000 maintenant. On pourrait voir un Bitcoin à 10 millions de dollars l'unité un jour. Et oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on verra un Bitcoin à des centaines de milliers, des millions. Ça, je suis pas devin, mais en gros, ils nous disent n'achetez pas du Bitcoin, il va prendre de la valeur. C'est quand même ouf de nous dire ça et de nous Enfin, dire c'est possible qu'il atteigne ses prix, parce que, enfin, nous-mêmes, on a relayé la news, et voilà, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça peut aller autant à 10 millions qu'à zéro, quoi. Donc, bah, oui, merci. Merci. oui, Merci pour ça. mais tu vois, toute personne qui fera l'effort de regarder l'historique du prix voit bien que pour le moment, bah ça monte. Hein. Alors, c'est pas un glitch monnaie limitée. Peut-être qu'un jour ça finira mal. Hein. Ça se trouve. Pourquoi ça finirait mal? Bon, ça, tout est sujet à spéculation. Il n'y a pas de raison en soi que ça se passe mal, à part s'il y avait un problème informatique. Mais en tout cas, ça monte. En fait, le problème de ça, c'est que ces rapports, ils sont un peu utilisés comme des arguments dans justement l'argumentaire de personnes anti-Bitcoin ou de banques, etc. Et en fait, ils se disent, bah, nous, on regarde juste ce que la BCE dit, et genre, par défaut, ça devient une sorte de justification. C'est un peu ça le problème de ce genre de papier. Ouais, ouais. Mais je pense que dans tous les cas, enfin, clairement, je pense ils ont autre chose sur quoi se concentrer, sincèrement. Surtout en utilisant nos impôts pour dégommer à chaque fois Bitcoin, alors qu'ils peuvent traiter plein de trucs. Et puis, en vrai, enfin, comme disait Stachenko à ce sujet-là, c'est un peu ouf que bah, la BCE émette une sorte d'avis politique sur bah, quelque chose dont ils n'ont pas forcément le contrôle, qui a pas forcément d'impact direct actuel. Enfin, Mm. pour moi, ça montre juste qu'ils flippent, en fait. Bah Enfin, ouais, je c'est vois ça. pas d'autre chose. Enfin, pour moi, c'est vraiment un signe de, bah, en fait, Bitcoin, c'est crédible. Genre, la BCE en parle, quoi. Enfin, c'est juste un élément qui va, pour moi, crédibiliser Bitcoin. Donc, Ce que j'aime, c'est ouais, c'est pas un moyen de paiement légitime. Alors qu'ils ont jamais cherché à légitimer et ils ont toujours fait le nécessaire pour que, au contraire, ce soit difficile d'intégrer Bitcoin partout. Donc, c'est vraiment de la puis merde. ça vaut tellement rien et ça va aller tellement à zéro qu'on va quand même vous faire payer des impôts sur ces plus-values, hein. Parce que les plus-values, elles existent, mais en vrai, c'est de la merde quand même, les gars, hein. Donc, enfin bref. Enfin bref, GG sincèrement, à tous ceux qui sont dans Bitcoin et ouais. ceux qui ne le sont pas, et ben, il est pas trop tard. C'est important de le garder en tête. On vous dit pas mettez tous vos œufs dans le même panier, achetez que du Bitcoin, mettez la maison sur le Bitcoin. Non. Mais aujourd'hui, c'est parfaitement pertinent d'acheter du Bitcoin comme d'acheter de l'or pour lutter contre l'inflation, en Bah, fait, c'est hein, tout ça. Et puis simplement. même nous, ici, on est sur un live crypto, donc forcément, on a masse des gènes qui sont 100% crypto. Mais enfin, même plus tard, tu vois, je sais pas, quand t'as 35, 40, 45 ans, que C'est t'as une clair. famille, et que, voilà, genre tu te diversifies, t'as de l'immobilier, t'as de l'argent en bourse, et t'as de l'argent dans l'or, et
dans Bitcoin, tu vois. Et Bitcoin, même si c'est peut-être 5 ou 10% de ton folio, c'est très raisonnable, tu vois. Donc moi, dans tous les cas, moi, actuellement, je suis full BTC quasiment. Ok. Et je suis dans cette propagande. Eh bah écoute, tant mieux, tant mieux. Et pour ceux qui se demandent la crainte de l'ordinateur quantique sur Bitcoin, si on voit l'ordinateur quantique arriver, on pourrait peut-être, exceptionnellement, hard forker Bitcoin, c'est-à-dire le mettre à jour pour y intégrer des technologies qui sont résistantes au quantique. Mais surtout Voilà. qu'en vrai, il y a plein d'autres problèmes. Enfin, déjà, avec l'ordinateur quantique, si jamais il y a une faille, ça veut dire qu'en fait, ce que tu vas récupérer, ça va valoir potentiellement 0 si, genre, c'est vraiment une faille. Donc, enfin, je sais pas vraiment quel intérêt ça a. Et en plus de ça, enfin, je pense qu'il y a plein d'autres systèmes qui seraient vulnérables, y compris les systèmes bancaires, non? Absolument. Enfin, donc, je pense pas que Bitcoin soit la première cible si jamais l'ordinateur quantique permet de faire des choses avancées et qui est dans les mains de personnes qui sont un peu vicieuses. Donc voilà. Enfin bref, on verra, mais pas vraiment un sujet d'actualité, je En suppose. tout cas, le sujet est bien pris en considération par les développeurs de Bitcoin Core. Et si on veut faire le parallèle avec Ethereum, Ethereum est pensé de façon modulaire aussi, de sorte à s'adapter à cette problématique. C'est-à-dire que si la problématique elle était en face de nos yeux, on remplacerait tous les éléments qui pourraient subir le quantique par des éléments qui sont protégés contre le quantique. Donc voilà, on n'est pas impuissant face à la solution. Ça, je voulais vous en parler parce que ça me semble important. Il y a une news qui a beaucoup tourné avec les autorités japonaises qui affirment avoir retracé des transactions Monero pour la première fois. Alors c'est pas la première fois que je vois un truc un peu comme ça. Le truc c'est qu'en gros, ils ont réussi à retracer 18 personnes, un réseau de fraudeurs qui font du blanchiment. Mais ils disent pas comment ils ont retracé. Donc tu vois, c'est comme si je te dis, moi j'ai vu un ovni, mais je peux pas te le prouver, tu vois. Bah là c'est pareil. Je mets une grosse réserve sur cette information. Si vous l'avez lu, je tenais à vous le dire. Pour moi c'est du bidon. Les autorités n'ont pas retracé Monero. Ça veut pas dire que c'est Non, impossible, mais c'est presque de moi, l'ordre de l'impossible. de ce que j'ai lu, de ce que disaient, je crois, les gars de Hawk et notamment Lilian, ancien de Cryptos d'ailleurs, du coup, en gros, ils expliquaient qu'apparemment, ils ont retracé grâce à DCP. Ouais, voilà, ok. Donc, sur le moment du cash-out, quoi, je suppose. Donc, Dans le système. Monero n'a pas été cassé, la privacy de Monero n'a pas été cassée. C'est forcément le moment où tu passes du système crypto au système fiat et tradit que, bah, en fait, forcément, là, tu peux être beaucoup plus rapidement identifié. Et donc, a priori, ils se sont fait identifier de cette manière-là. De ce que j'ai compris, 2 réponses sur Twitter. Évidemment, faites vos propres recherches. Mais en tout cas, je pense que si c'était beaucoup plus crédible, on l'aurait vu sur le prix du Monero, quoi. Absolument. Et pour ceux qui veulent faire l'exercice, vous allez sur Monero, vous cherchez un bloc Explorer Monero, vous prenez n'importe quel type de transaction et vous verrez qu'en fait, rien n'est lisible. À part les frais qui sont payés. Rien n'est visible, rien n'est traçable, on sait pas. On voit des émetteurs et des personnes qui reçoivent, mais on voit pas la somme. En fait, ce que tu expliquais dans l'interview notamment qu'on a fait avec les Bitcoin Maxi, c'est que en fait ton Monero à chaque fois il est neuf, c'est-à-dire que en fait t'as pas l'historique Ça, c'est de ce qu'a plutôt fait ton Zcash. Monero. Ah, c'est Zcash, ok. Ouais, c'est plutôt Zcash avec cette histoire de zero knowledge. Là, en l'occurrence, Monero, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment cette histoire de neuf, mais ils sont tellement mélangés constamment que ça devient complètement illisible. Mais c'est illisible de par le mélange. Alors que les systèmes en zero knowledge, enfin, le système de Zcash, c'est différent. C'est qu'on peut faire une transaction pour dire je détruis l'historique et après, tu as des fonds qui sont reçus sur un wallet sans historique. Donc, c'est 2 systèmes différents qui traitent l'anonymat d'une façon, du coup, différente, voilà. Faire. Mais sur le darknet, c'est pas Zcash. Donc c'est que c'est une solution crédible. C'est ça. Et c'est plus Bitcoin, hein, c'est quasiment Mais plus c'est Bitcoin. ça. En fait, tu vois, quand t'as la BCE qui dit des transactions criminelles, blablabla, en vrai, enfin, parler de Monero, parlez pas de Bitcoin, quoi. Non? C'est ça, complètement. Et je tiens à préciser ça parce que à l'époque, j'avais été invité, toi aussi, on en avait parlé l'autre jour. On était invité par Kaspersky Antivirus à Paris pour découvrir un petit peu l'univers C'est à de la longtemps, hein, 5-6 ans, je cybercriminalité, pense. etc. Ouais, même plus, je crois. Et en fait, à l'époque, un des spécialistes de Kaspersky nous disait, toutes les grosses transactions, ça se faisait en Bitcoin, tu vois, quand c'était du sale sur le darknet. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur du Monero. Bitcoin est de moins en moins utilisé parce que est super surveillé. Enfin, d'un point de vue exchange, il y a plein de normes qui ont été mises en place, de conformité. Tu vois, genre toutes les plateformes style Binance, Bybit, Coinbase, Bitstamp, Kraken, en fait, à partir du moment où ils reçoivent des fonds, en fait, au moment où ils te créditent les fonds, et eux, ils font une analyse en parallèle, on-chain, sur
d'où viennent tes fonds et quel est l'historique de ces fonds-là, en fait. Et en fait, ils ont des listes, notamment avec des prestataires style Chainalysis qui regardent en temps réel en fait, les wallets, les transactions et là où il y a eu potentiellement des activités criminelles. Et en fait, ils listent ça et ils ont, du côté de Binance ou Coinbase, peu importe, ils ont des red alerts parce qu'ils ont des prestataires comme ça qui font ce travail de due diligence partiellement pour eux, tout ce que je comprends. Et maintenant, je crois que c'est même une norme à mettre en place quand tu veux avoir un... Alors, je m'avance peut-être un peu trop, mais je crois que lorsque tu fais du PSAN ou des trucs comme ça, tu dois avoir des outils de conformité du style. Donc, je m'avance peut-être un peu trop, mais en tout cas, c'est sûr que tous les exchanges majeurs utilisent plusieurs prestataires du style systématiquement, ce qui fait que c'est pour ça que si, par exemple, tu as fait une transaction avec Tornado Cash et qu'il y a un mec qui t'envoie des fonds de ça, puis de ça, genre à 2-3 relations même après, genre ces fonds-là, ils peuvent être flagués par les plateformes et tu peux ne pas être en capacité d'utiliser ces fonds, de ce que je comprends. Tu as aussi Breadcrumbs qui permet de faire du retraçage. Arkham Intelligence, il y a plein d'outils qui permettent ça. Et donc, le concept est très simple pour ceux qui comprennent pas trop. En fait, l'idée, c'est d'avoir un Surtout score. Arkham maintenant, Ouais. En gros, l'idée, c'est d'avoir un score sur une adresse. Et ce score, dire, bon, bah, cette adresse, potentiellement, elle fait du sale et cette adresse, elle est propre. Et en fonction du score, ça va activer des vérifications différentes ou des alertes différentes chez les exchanges. Et comme c'est des prestataires qui bossent avec plein d'exchanges différents, ils ont des bases de données qui sont mutualisées entre les différents exchanges. Donc, l'information circule très vite. Encore une fois, une police de la blockchain. c'est ça. En fait, le protocole, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, ne permet pas ça. Enfin, ne pousse pas à ça. Parce que tu peux pas avoir l'identité de la personne, mais vu que eux, ils ont les comptes utilisateurs et que ces comptes-là ont été KYC, etc., ils sont capables de relier en fait les choses. C'est ça. Ils sont capables d'indexer l'information et de se faire leur petite base de données, en fait, des adresses qui puent pas, qui a quoi, etc., etc. Et donc d'agir en conséquence le plus rapidement possible. Ensuite, PumpFun, ça vit, ça mange, c'est le caviar. Bon, faisons court, PumpFun, qui permet très rapidement de lancer son propre jeton, qui permet de trader donc ses nouveaux jetons, prenant très peu de frais. Donc c'est un petit peu la machine à créer des tokens à la con sur Solana. Ça a cartonné à un tel point qu'ils ont ramassé 158 millions de revenus, c'est-à-dire un peu plus de 1 million de sol au total. Donc jetons Solana. En 8 mois, ce qui est cataclysmique. On en avait, oui, en moins d'un an. On en avait parlé dans une émission précédente. Ils vont probablement pousser les ambitions très loin en proposant une plateforme majeure. On attend des nouvelles à ce sujet-là. En tout cas, sachez que c'est un des protocoles de cet écosystème qui génère le plus de revenus. Quand tu fais Defiliama Revenues Protocol, c'est un peu le bordel à utiliser, mais tu peux aller sur cette page-là. Tu peux trier par exemple sur un an, voilà. Et tu peux voir que, si j'ai fait ça correctement, faut peut-être pas faire ça sur un an. Ah voilà, Pump est là. Pump est là, donc il n'y a pas tout à fait les revenus qui sont traqués, mais sur les 30 derniers jours, je pense que je crois que j'avais vu que c'était au même niveau que même au fais voir 7 jours peut-être. 30 jours, 7 jours. Voilà, okay. 7 jours, tu vois, sur 7 jours, ça fait c'est juste derrière Solana. Je crois qu'en 24 heures récemment, je dis bien récemment, c'était même au-dessus de Circle et de Solana. C'est gigantesque quoi. Donc et t'as Bongbot aussi qui est énorme hein, et qui est sur Solana aussi. Donc en vrai sur Solana t'as des machines à cash. Ouais. Sur Ethereum t'en as aussi évidemment d'un point de vue DeFi et tout. Mais ouais là c'est vraiment impressionnant surtout que en fait des apps qui sont lancées et qui ont fait autant de revenus en aussi peu de temps. Je sais même pas si ça existe dans le monde quoi. Enfin ouais. Tu dois en avoir évidemment, mais des startups qui en 8 mois font 160 millions de dollars. En levant 0 fonds ou très très peu. Voilà quoi. C'est énorme. Tu connais bien Photon ou pas toi, Léo? Ouais, en gros c'est un trading terminal pour Solana en gros. Okay. En gros ça te permet de in plus facilement, de gérer tes priority fees, et ça te permet de prendre des TP facilement, de gérer tes PNL. Enfin en gros si tu trades on-chain sur Solana, c'est vraiment l'endroit à utiliser quoi. Donc toi tu as utilisé, je crois que t'en avais parlé. Ouais, j'ai utilisé il y a un petit moment, ouais. Stylé. En tout cas, putain, il mange aussi. Hein. Donc ça fait quand même, regardez, on a du Solana ici, ça fait du revenu. Après, voilà, du stablecoin. Fjord, je sais pas ce que c'est. Fjord, c'est une sorte de launchpad, de ce que je sais. En gros, c'est les coins qui se lancent dessus, et en gros, t'as une sorte de curve où les gens peuvent acheter à un prix, et selon le temps, ça varie. Enfin bref, c'est un moyen de lancer des tokens, ouais. Okay. Mais c'est souvent des projets bien plus sérieux que PumpFun, quoi. C'est des trucs qui sont bien plus aboutis. Enfin, je suis pas l'expert de Fjord, mais j'ai plein de potes qui ont... Excusez-moi. J'ai plein de potes qui utilisent, quoi. Ensuite, on a l'Assemblée nationale qui vote pour un maintien de la flat tax à 37,2%.
pour les hauts revenus. Donc, on avait parlé dans les émissions précédentes, l'histoire des 33%, de passer de 30% à 33%, c'est plus d'actualité. Par contre, on aurait une fameuse flat tax de 37,2% pour les personnes qui sont célibataires, avec 250 000 euros pour une personne et 500 000 euros pour un couple à l'année. Donc, ça se touche vraiment les très riches, on peut le dire, pour le coup. Mais est-ce que les très riches, ils optimisent pas de partout et où ils sont plus en France? Bah, de toute façon, là, tout Est-ce est qu'ils fait font pas pour les ça avec mettre des dehors. sociétés à l'étranger? Est-ce qu'ils font, enfin, 37%, ça commence à faire, quoi. Enfin, surtout que après, t'es réimposé partout dans l'économie, quoi. Donc, Vous n'êtes pas concerné, non. Me concernant, non. Non. moi, je suis Toujours plus en peut-être. France, donc. Ouais. Non. Bah, moi, je suis au Luxembourg, mais même, je suis. Non, faut pas abuser. Parce que c'est des revenus, hein, les gars. Hein. On commence à faire. Pas mal. Si je fais autant de revenus que ça, je pense que niveau Coin Academy, déjà qu'on fait beaucoup de choses, je ferais beaucoup plus de choses qu'actuellement. Ensuite, on a Microsoft qui vote une proposition visant à investir dans Bitcoin comme actif, donc c'est en cours. L'idée, c'est très simple, ce serait que Microsoft mette une partie de ses fonds sur du Bitcoin, potentiellement 1%, voire plus. Et du coup, c'est soumis au vote, il y a des gens pour, il y a des gens contre, mais il y a un vrai sujet politique derrière. Parce que si c'est pour, ça va ramener un monde pas possible sur Bitcoin, mais ils vont aussi se Et mettre à dos peut-être en, le gouvernement US, je ne sais pas. en gros, du coup, moi, j'ai lu un petit peu. Donc, déjà, il faut savoir que le board suggère de voter non. Déjà, il faut se mettre bien ça en tête parce que tout le monde a relayé, dont nous, mais il faut pas oublier que le conseil d'administration recommande de voter contre cette proposition. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si tu regardes le développement, le chemin de pensée du document qui suggère de voter possiblement pour ça, en fait, ils prennent l'exemple de MicroStrategy. Donc, D'accord. en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je me demande s'il n'y a pas d'autres acteurs qui vont vouloir dupliquer la stratégie MicroStrategy, boîte en bourse, parce que action, parce que marché tradé, parce que c'est TradFi et du coup ça leur parle beaucoup plus, quoi. Et du coup, et MicroStrategy d'ailleurs qui est quasiment en all-time high. Donc si on regarde la bulle de 2000, on n'en est pas là, mais le cours s'apprécie énormément. Donc voilà. Après pour Microsoft, il parlait potentiellement juste de mettre par exemple que 1%. En tout cas, c'était une suggestion. Ouais. C'était pas sur un chiffre précis, c'était plutôt sur le faire en général. En fait, pour moi, il faudrait un des GAFAM qui commence à le faire. Je pense que ça va prendre du temps, honnêtement. Mais il en suffit d'un pour crédibiliser le choix auprès des autres. Tu vois. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est un peu un domineux. Tu vois. Une fois que tu en fais ton bien, je pense que tu as le reste qui suit. Après, le problème, c'est aussi, je pense que ça devient politique. Et puis après, c'est aussi une question de régulation et de comment les régulateurs ou les gouvernements vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues parce que on n'oublie pas que c'est quand même des boîtes américaines, quoi. C'est les leaders du monde américain, des boîtes tech, etc. Donc, voilà, je pense que ça va mettre du temps parce que t'as beaucoup trop d'enjeux, t'as beaucoup de. Enfin, voilà, Il y avait Tesla qui en avait qui a pas touché hein, pendant ce Ouais, temps. Tesla qu'il y en a qui a pas touché et on a les CEO de ces deux boîtes, donc Apple et Meta, qui sont pro-crypto, hein. Faut pas l'oublier. Apple? Ouais, Tim Cook, il est crypto owner. Ouais. Oui, bon. Il y a Non, une mais il différence aurait pu entre ne pas en posséder des parler. cryptos et être maxi crypto. Mais de toute façon, à ce niveau-là, c'est même pas lui qui est décisionnaire, c'est les actionnaires aussi, tu vois. Et le boss Enfin, de Meta, il est sur des décisions comme ça. très pro crypto. Le plus. Zuckerberg, mais il a Ouais. tellement été pro-crypto qu'on lui a dit casse-toi avec ton Libra. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils ont tous un peu peur. Ah Puis ouais, c'est après, faut sûr. que les actionnaires, je pense qu'ils ont aussi des actionnaires qui sont pas du tout. Enfin, et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que dans le board de Microsoft, tu as notamment BlackRock. Mais pour autant, ils ne recommandent pas spécialement de le faire. Donc, mais en tout cas, si ça se faisait, ce serait probablement via les ETF de BlackRock, je suppose. Quitte à le faire. Ouais. Bah ouais. On tant qu'à verra, faire. on verra, on verra. Mais en tout cas, un narrative assez intéressante et très cool de voir que le modèle de MicroStrategy fonctionne et pourrait inspirer d'autres. Et je pense que on doit tous souhaiter la réussite de MicroStrategy parce qu'au final, c'est ce genre de coup de poker et de stratégie d'un point de vue entreprise qui peut faire parler positivement des cryptos en fait. Bah ouais, en tout cas, là, c'est vraiment le braquage du siècle. Hein. Choc barre. J'ai formaté mon PC. Alors, au-delà de l'aspect gaming, je vous invite régulièrement à reformater complètement votre PC si vous êtes sur Windows pour éviter d'avoir peut-être des virus, des trucs qui traînent sur votre PC. Bon, vous l'avez De ne pas compris. installer de mode. Oui, il y a deux sujets. Il y a déjà tout ce qui est logiciel piraté, tout ce qui est piratage, ne faites pas ça sur le PC où vous utilisez des cryptos. Merci. Et ensuite, effectivement, si vous faites un peu de gaming
ou de bidouille. Évitez les exécutables ou les fichiers un peu bizarres parce que potentiellement un fichier peut en cacher un autre et peut lancer l'exécution d'un script ou autre pour infecter votre machine. Ce qui s'est passé pour Et- Poulp. Poulp, il avait téléchargé des mods CryptoPoulp du coup sur Twitter qui avait installé des mods Minecraft et qui s'était fait voler ses fonds par un russe de mémoire. Ouais, Ou un il avait Ukrainien, perdu je sais pas. 40% de son capital, je crois. Donc ça Ouais. fait très très mal. Et moi, Et du coup, ne mettez jamais beaucoup de vos cryptos sur des hautes toilettes. C'est surtout ça la leçon aussi. Hein, parce que en bien vrai, sûr. si tu as ta Ledger et que tu n'as pas mis ta seed n'importe où, enfin ta clé privée, bah, en soi, il va rien se passer, quoi. À part si tu as autorisé des trucs bizarres, etc. Mais quand même, avec un PC piraté, normalement, t'es safe avec Ledger si tu signes rien et que Oui. tu fais attention à. Passer sous Linux, ouais, après, bon, on Oui, est bien bon, sur Windows aussi. on est quand même en 2024. On va voir une utilisation normale de n'importe quel logiciel. Je dis pas que c'est nul, hein, mais c'est juste que, bah, en vrai, c'est tellement friendly. Faut pas Windows signer n'importe quoi, faut toujours lire. Non, mais ça peut tous nous arriver. Moi, je vais vous dire, c'est simple. L'autre fois, j'avais besoin de tester du truc avec de l'IA et chercher des extensions pour Google Chrome et j'en ai installé une et elle était bizarre. Mais ça, c'est Donc le je l'ai piège. direct Hein. enlevé. Je l'ai Ça, direct c'est le enlevé, piège. tu vois. Et je me suis dit, bah franchement, je vais reformater le PC. Parce que moi, j'endors pas la nuit, hein, des conneries comme ça. Donc n'hésitez pas à nettoyer régulièrement votre PC et effectivement, avoir une application, enfin un hardware wallet annexe comme Ledger ou Cool Wallet ou peu importe, pour pouvoir stocker à froid vos crypto-monnaies. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.